Bonsoir à toutes et à tous. Donc, chronique 19, me semble-t-il. Toujours dans le cadre, je dirais, des analyses liées au marxisme ou à l'esprit marxien. Donc là, je vais vous parler de la fabrique, ou ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, dans cette fabrique, la fabrication du consentement. Alors, ce terme a déjà été utilisé, rappelez-vous, par Noam Chomsky, hein, qui est connu pour être, je dirais, un anarcho-socialiste. Une personne qui, du reste, je vous invite à non seulement l'écouter lors de ses débats, mais consulter ses ouvrages. Je pense qu'ils sont fort intéressants. Il est un peu, je dirais, Noam Chomsky est aux États-Unis, ce que peut être Francis Cousin à la France. Donc, des analyses extrêmement léchées, importantes. Mais pour ma part, des analyses qui se basent effectivement sur, je dirais, une conception anarchiste. Pour ma part, je suis plus marxien, plus socialiste. Donc, mais cela ne tienne, les analyses sont toujours intéressantes chez Noam Chomsky. Donc, quand on parle de la fabrication du consentement, aujourd'hui c'est ce qui nous importe, qui nous regarde dans la société dans laquelle nous vivons. Nous avons le piratage d'un sujet aux fins d'obtenir, je dirais, son consentement, qui inévitablement peut aussi s'appuyer sur une régression mentale provoquée. Je m'explique. Cette technique suppose dans un premier temps de ne s'adresser qu'aux émotions et à l'affectivité. C'est en cela que l'aliénation de la marchandise procède aujourd'hui de nos jours dans la société mondiale, à travers bien entendu une certaine forme, je dirais, d'imposture et d'aliénation consentie, c'est pour ça qu'on parle de fabrication du consentement. Et donc, tous ces produits hein, qui aujourd'hui, qu'on peut constater, qui constituent notre entourage, notre mode d'expression, je dirais, même notre mode de communication, s'adressent avant tout aux émotions, à la séduction, une certaine forme de charnalité du produit, et bien entendu, par voie de conséquence, de l'affectivité. Alors, bien que je me répète, vous allez me dire que Noam Chomsky et Edouard Herman ont rendu célèbre l'expression de fabrication du consentement, hein. Je vous invite à aller sur YouTube pour ceux qui ont un peu la flemme de lire. Il y a un très beau documentaire fait par Noam Chomsky sur la fabrication du consentement. Qu'est-ce que finalement, au fond, quel synonyme pourrions-nous trouver dans ce que je pourrais déterminer comme étant la fabrication du consentement? Alors certains, et d'autres bien entendu, précisent que cela peut convenir dans le terme de fabrique de l'opinion, manipulation de l'opinion, trafiquant ou trafiquant d'opinion. Bref, euh, je pense que c'est Édouard Bernet, hein, rappelez-vous, un personnage illustre et très connu, hein, né en 1891 et décédé en 1995, qui a été, je dirais, à l'initiative de ce terme, hein, voire même ce que certains détracteurs pourraient déterminer comme étant le terme inventé par ce personnage. Donc, finalement, au fond, n'oublions pas que Bernet fut, bien entendu, le neveu de Freud, hein. Donc, cela, bien entendu, c'est pour étayer un petit peu le cadre dans lequel se trouvait ce personnage important. N'oublions pas également qu'il fut, je dirais, un grand lecteur de Gustave Le Bon, et même un spécialiste hein, de cette œuvre que Gustave Le Bon a, je dirais, mis en place, qui fut Psychologie des foules, et livre qui est très controversé, je dois le reconnaître. Et pour quelle raison? Eh bien pour la simple et bonne raison que
Ce livre a été utilisé aussi bien comme préalable, comme outil par les dictatures, comme les démocraties. Quand je mettrai un bémol, quand je parle de dictature, on est toujours la dictature de quelque chose, hein. Tout dépend après dans quel système géographique nous nous trouvons. Bon, celle-là n'est pas la question, mais euh, selon lui, revenons à Bernet bien entendu, l'homme incarne à lui tout seul, je dirais, les transferts de compétences entre marketing et politique, et pour faire court, l'effacement de la limite entre les deux. Et n'oublions pas que c'est sous son impulsion que la politique a commencé de prendre comme modèle l'analyse de feedback, donc qu'on appelle les comportements de consommation, plus particulièrement bien entendu dans des cadres organisés que peuvent être les grandes surfaces, les banques, les assurances, les services personnalisés, ainsi que la mise en œuvre de solutions qui en optimisent la gestion. Donc, tout cela, bien entendu, concourt à une certaine forme d'analyse de marché, ce qu'on pourrait déterminer comme la segmentation du public, hein, définition bien entendu d'un cœur de cible, création artificielle de nouveaux besoins, comme je l'ai traité dans mon audio précédent, concernant toujours dans la même chronique, relatif à Karl Marx. Alors, bien entendu, Bernet est un fondateur de la propagande moderne qu'il prit soin de rebaptiser, bien entendu, de conseil de relations publiques, hein. Rappelez-vous, c'est un terme qui est extrêmement rentré dans les mœurs, ce qu'on appelle public relations. Donc, cela n'a l'air de rien, mais rappelons-nous ce que disait Céline, hein, les mots sont, je dirais, ne sont pas innocents. Et donc, finalement, au fond, quand on regarde euh, ce système de relation public ou de public relation, euh, Bernet avait pris le soin d'en améliorer l'image. Et non seulement inventé diverses techniques publicitaires, mais il a encore orchestré des campagnes de déstabilisation de gouvernements latino-américains pour la CIA. Bon. Vous voyez, on peut arriver à une certaine méthodologie d'ordre philosophique et être finalement au fond l'instrument utile et réel quand il est question de le mettre en place pour déstabiliser un ennemi, je dirais, également physique et réel. Bon. Alors ce qui distingue les régimes démocratiques des dictatures n'est alors plus qu'une simple, je dirais, de question de méthode, plus subtile en démocratie, hein. Il faut être honnête, hein, c'est ce qu'on appelle le soft power. Car il faut savoir que en démocratie, ça parvient facilement à façonner l'opinion du peuple sans même qu'ils s'en rendent compte ou qu'ils s'en aperçoivent. Comme Bernet le dit lui-même dans son ouvrage Princept de 1928, intitulé Propaganda, donc la manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle pardon, important dans une société, je dirais, de type démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social, entendons-nous là-dessus, hein, imperceptible, forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Rappelez-vous un petit peu ce que disait Adam Smith sur la main cachée qui dirige. Maintenant, les techniques, pour ce qu'il en est, ou ce qu'on peut, je dirais aujourd'hui à la lumière et à la lucarne de l'information, qui servent finalement à, je dirais, à enrégimenter l'opinion, ont été inventés puis développés au fur et à mesure que la civilisation se bonifiait, gagnait en complexité et que la nécessité finalement au fond du gouvernement invisible devenait de plus en plus évidente. Alors c'est sûr qu'effectivement, euh, le gouvernement, enfin les différents gouvernements étaient soucieux également euh, que certains ne dévoilent pas le poteau rose. C'est une des raisons pourquoi ils ont aussi, je dirais, infiltré certains think tanks ou certains cercles de pensée en dénonçant le complotisme ou le complotisme. Enfin, bon, là n'est pas la question. Enfin bon.
Alors, comme effectivement les choses sont de plus en plus évidentes, hein, même si nous sommes dans un espèce de fratras manipulatoire, même si aujourd'hui on peut considérer que la formule consacrée d'un tel candidat à la présidentielle a été désignée pour répondre à une immense, je dirais, attente populaire, bah ma foi, nul n'ignore qu'en réalité son nom a été choisi par une dizaine de messieurs réunis en petit comité. C'est ce que ces gars-là avaient bien expliqué à Kluskar là-dessus, hein, pour ceux qui avaient su lire entre les lignes. Bon, alors, bien entendu, comment faire accomplir quelque chose à quelqu'un en lui donnant le sentiment que c'est lui qui finalement a fait ce choix librement? Comment réussir à ce que la transgression de l'intégrité mentale des masses populaires reste inaperçue? C'est là où finalement la subtilité est importante. Ce qui est la différence, ce que disait Tchékotine dans Le viol des foules par la propagande politique, la différence entre la dictature brute de décoffrage, où effectivement la propagande en est parfois même ridicule, et l'utilisation par les démocraties, je dirais, des armes de la dictature. Bon, alors, je ne veux pas trop me perdre là-dessus, parce que c'est un peu complexe, je vais essayer de synthétiser. Alors, comment faire en sorte que le pilotage des masses présente toutes les apparences de la démocratie et du respect de la souveraineté populaire? Bref, comment violer quelqu'un sans qu'il s'en aperçoive? Vous savez, un petit peu comme la drogue du violeur, qui fait que quand elle est versée dans un verre, une fois que la victime se réveille, ne se souvient de rien. Donc, ce sont des questions, je dirais, fondamentales de notre temps, des questions qui sont posées dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui le hacking social, et que se posent effectivement dans des cercles extrêmement restreints, avec des conseils universitaires, des élites dirigeantes. Nous avons des éléments qui font que, aujourd'hui, pour revenir finalement au fond euh, à ce qui nous regarde en France, effectivement, il suffit de glaner un petit peu à droite à gauche, dans les médias mainstream, aussi bien de la télévision que la radio, pour s'apercevoir qu'effectivement, euh, quand on traite par exemple de l'Union européenne, et qu'il ne faut pas violer des fois les peuples un tout petit peu pour leur bien, on leur fait pour d'autres questions, la peine de mort, on l'a voté dans le dos des gens, ils n'en voulaient pas, l'Europe c'est un peu pareil. Alors, rappelez-vous, certains prélats, comme juste nommé Alain Minc, qui tenaient des propos semblables sur des chaînes de télévision, aussi bien des chaînes de Public Sénat que des chaînes un peu plus sérieuses. Et donc, finalement, ces appels répétés, comme je l'ai précisé précédemment, ces appels répétés au viol des peuples, dont Serge Tchakotine n'aurait pas à rougir dans son ouvrage qu'il a édité en 1939, sur le viol des foules par la propagande politique, hein, je vous invite à le lire, c'est un ouvrage très très important, peut-être un peu passé, mais dont les techniques restent toujours les mêmes, et dont effectivement le viol est toujours celui de l'intelligence critique et rationnelle au bénéfice des émotions et des affects primaires. Et Tchakotine distinguait quatre impulsions primaires sur lesquelles, je dirais, surfe la manipulation. Nous avons effectivement l'agressivité, l'intérêt matériel immédiat, l'attirance sexuelle au sens large, la recherche de la sécurité de la norme, la manipulation la plus efficace qui sera bien entendu instrumentalisée au mieux de ces impulsions primaires en permettant, je dirais, la satisfaction la plus pleine, complète et bien entendu rapide. Alors ces quatre impulsions peuvent se ramener en définitive à deux affects primordiaux. Le sexe, la peur, l'utilisation à droite de ces deux affects, qui je dirais est un jeu alternatif sur la carotte et le bâton, la séduction et l'angoisse, qui permet de mener un groupe par le bout du nez, de piloter son changement avec son consentement, donc de lui rendre imperceptible le viol de sa propre souveraineté mentale, je dirais, et même, n'ayons pas peur de le dire, politique et économique. Alors, une fois que nous avons compris ces fameux quatre affects, qui sont à mon sens des,
dirais, les fondamentaux, nous arrivons effectivement dans cette articulation réelle, après la théorie, donc la pratique, où le jeu de ces différents affects peut à son tour se résumer à une seule motion psychique de type fantasmatique. Donc nous avons ce qu'on appelle le concept fantasmatique et par-delà, bien entendu, qui est in fine la conséquence, la fameuse régression. Donc l'un amène finalement à articuler l'autre pour obtenir un résultat. En effet, je dirais que les techniques d'influence pour rendre désirable quelque chose, pour rendre sexy, voire même glamour, n'importe quoi, un produit aujourd'hui maintenant, un iPhone est glamour, un Mac peut être glamour, une paire de chaussures est glamour, enfin tout est glamour. Donc n'importe quoi, n'ayons pas peur de le dire, ce sont celles de la communication publicitaire qui prévalent. Donc, or, je dirais que toutes les mises en scène de communication, de marketing et de séduction publicitaire ne sont que des déclinaisons à l'infini d'une seule et même motion mentale originelle. Pour cela, je vous invite à lire Kloskar sur le capitalisme de la séduction. Ce sont des livres qui, à mon sens, sont, je dirais, peut-être un peu ardus au niveau de la lecture, mais je vous invite à les lire sincèrement. Ce sont des livres incontournables pour comprendre finalement la société du désir et la société de la marchandisation. Je préfère quand même Kloskar que Debord, mais bon, après, chacun voit midi 14h à sa porte. Bref, je ne veux pas m'écarter du sujet. Restons dans le domaine qui nous intéresse. Donc, effectivement, en d'autres termes, on peut considérer que la psychanalytique, qu'on appellerait les structures élémentaires du fantasme, à savoir le désir de fusion de soi avec autrui, ou de soi et d'autrui, tout dépend après dans quelle combinaison on articule la chose, dans une sorte de unité indistincte, abolissant d'une manière générale, parce que l'être humain déteste la contradiction, en d'autres termes, mise en place des fantasmes du retour dans le ventre maternel. Également, ce que je pourrais qualifié de dénommé sentiment océanique. Donc il s'agit du fantasme primordial de régression, je dirais, pré-oedipienne, sur lequel s'étayent, entre guillemets, tous les autres fantasmes qu'une vie humaine peut connaître. Nous avons également passé en revue le champ fantasmatique étant un puissant moteur de l'action, quiconque parvient le mieux à flatter les tendances régressives de l'humain en lui promettant le retour dans l'utérus, qui porte finalement généralement l'adhésion du commun, voire du groupe. Nous avons bel et bien la culture de l'involution vers des stades archaïques du psychisme, avec en perspective le retour du stade fœtal, qui se présente ainsi comme le fil conducteur de toute l'ingénierie psychologique mondialisée. Alors, je ne vais pas m'éterniser, je pense que vous l'aurez compris, je suis en train de dénoncer les techniques de manipulation avec notre consentement, ce qu'on appelle les trafiquants d'opinion. Je pense que ce petit audio, qui pour une fois ne dure pas très longtemps, vous permettra de réfléchir un petit peu sur, je dirais, l'impact de notre entourage au niveau de la matérialité que cela peut avoir dans notre quotidien. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine chronique. Merci, au revoir.